Jeu de cache-cache. « 8 janvier 1996. Bonjour, je m'appelle Johnny et je viens de recevoir ce super journal. Je ne pense pas qu'il servira à grand-chose, mais je ne veux pas décevoir maman, alors je l'écris tout de suite. Aujourd'hui, c'était mon 10e anniversaire. J'ai reçu un nouveau vélo et une Nintendo. J'ai été déçue parce que personne n'est venu à la fête à part ma mère, mon père et ma sœur. Mes anciens amis me manquent. Depuis que j'ai été retirée de l'école, ils ne me parlent plus. Ma mère dit qu'ils ont envoyé des lettres et je voulais les lire, vraiment, mais elle m'a dit qu'elle les lirait à ma place. Ils ont dit des choses très gentilles. Je ne dors pas beaucoup depuis que j'ai été renvoyée. Je n'aime plus dormir. C'est alors que je vois mon ami. Il me fait parfois peur à cause de son apparence, mais je sais qu'il sera toujours là pour me protéger, comme il l'a fait à l'école. 18 décembre 1996. Maman s'inquiète pour moi parce que je ne dors pas. Je lui ai parlé de mon ami, mais elle ne me croit pas. Elle me dit d'arrêter de parler de la raison pour laquelle je ne vais plus à l'école. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a fait que me protéger. Elle me demande sans cesse ce qui se passe dans mes rêves et je lui raconte toujours le même rêve, celui où mon ami et moi jouons. Elle me demande ce qui se passe réellement dans les rêves et je lui réponds que nous jouons à cache-cache. Ce qui est bizarre, c'est que je me réveille toujours dans des endroits de ma maison avec des choses déchirées autour de moi. Je suppose qu'il en a assez de me chercher. 21 février 1997. J'ai eu 11 ans le mois dernier. Maman m'a fait la surprise de m'emmener voir un homme sympathique. Je le vois chaque semaine maintenant. Il me parle de ma semaine et de tout ce qui se passe, mais il revient toujours sur la même question. Comment va mon ami ? Je n'aime pas parler de lui, car depuis que je parle à cet homme gentil, mon ami est devenu très méchant. Il parle de mauvaises choses. Il dit que si je continue à parler de lui au docteur, il me fera du mal à moi et à ma famille. Je n'ai plus rien dit à son sujet. Je parle seulement de certains de mes anciens amis, ceux qui ne me parlent plus. Le gentil monsieur m'a donné des pilules pour dormir. Ces derniers temps, je ne vois plus beaucoup mon vieil ami. Je ne rêve même pas. Je me réveille dans mon lit, ce qui est une nouveauté, car avant je me réveillais dans mon jardin. 28 avril 2001. J'ai eu 15 ans il y a quelques mois et j'ai décidé d'écrire dans ce vieux journal à cause de quelques incidents récents. Les pilules que le psychiatre m'a données commencent lentement à devenir plus inefficaces. Je l'ai remarqué le mois dernier lorsque cette amie, non, cette putain de chose, est revenue. Au début, j'ai pu l'ignorer. Les 3 premiers jours, ce n'était qu'un léger murmure, rien de grave. Mais les jours suivants ont été étranges. Je n'avais que des fragments de rêves, dans lesquels il parlait d'une manière inhumaine, quelque chose qui sortait tout droit d'un film d'horreur, mais avec un ton beaucoup plus profond, plus sombre, plus maléfique. La première chose qu'il a dite m'a donné envie de vomir. Tout ce que j'entendais, c'était qu'il disait à voix basse « C'est l'heure de jouer, Johnny ». Je savais ce qu'il voulait, ce vieux jeu de cache-cache. Je pouvais presque sentir les morceaux de vomi glisser dans ma gorge. C'était trop et cela m'a donné des sueurs froides. J'ai décidé de maintenir la dose prescrite, mais ça n'a pas aidé. Je continuais à l'entendre. Chaque nuit, un nouveau chiffre s'affichait. J'avais tellement peur de voir ce qui se passerait à 10 heures quand nous jouions que j'ai commencé à avaler ces pilules comme s'il s'agissait de bonbons. Chaque nuit, j'en ajoutais une autre parce que je l'entendais, comme s'il grattait à la porte de mon subconscient. Je vais bientôt être à court et ils ne me donneront pas plus de pilules avant la semaine prochaine. Je commence à craindre ce qui va se passer car il ne me reste que 2 bouteilles et d'ici le 1er mai, je n'en aurai plus. 30 avril 2001. Je n'en ai plus aujourd'hui. J'ai peur de ce qui va se passer ce soir quand je vais m'endormir. J'en ai parlé à mon thérapeute, il m'a dit que je ne pouvais rien faire et que si je prenais d'autres pilules, je pourrais faire une overdose et mourir. Il est surpris que je n'ai pas encore été tuée. Après notre conversation, mon père et moi sommes rentrés à la maison. Il m'a frappé aujourd'hui pour les pilules, mais que pouvais-je faire d'autre ? Il fallait que j'arrête de griffer, ça m'arrachait la tête.
Oh, et lui, il n'avait pas d'endroit où parler. Il buvait excessivement comme si c'était de l'eau. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'aide, alors que c'est lui qui s'en sort tout le temps. Un jour, je lui montrerai qui est le meilleur. Ma mère ne fait rien. Elle reste assise et le regarde se détruire. J'en ai marre de cette merde, il faut que je parte d'ici. 1er mai 2001. Je l'ai vu aujourd'hui, ce putain de malade. Pas étonnant que j'ai bloqué son image pendant si longtemps. Il était normal pour l'essentiel, une chemise noire déchirée avec des muscles ondulants à travers son corps. Et je veux dire au sens le plus littéral, il semblait presque s'arracher de son corps. Et il avait un jean. La seule chose qu'il y avait, c'était ses pieds, nus au toucher. Mais à la place de ses ongles, il y avait des serres grotesques, aiguisées comme des rasoirs. Ses mains aussi, les ongles touchaient presque le sol. Il y avait des champignons verts qui poussaient au point de devenir noirs, mais il y avait un soupçon subtil de rouge sang à l'intérieur, encore une fois tranchant, comme des rasoirs. Tout ce qu'il touchait se déchiquetait, comme si c'était un morceau de papier arraché trop vite de la peau. C'est alors que je me suis rendu compte que je n'avais jamais regardé son visage, le pire étant que je ne l'ai aperçu qu'à travers mes cheveux, après quoi je n'ai jamais plus voulu le voir. Sa peau était blanche, presque tout aussi blanche que si elle avait été dessinée au crayon. La seule chose qui choquait dans sa peau, c'étaient les veines, qui battaient comme un pouls que je savais inexistant. Elles étaient omniprésentes sur son visage, bougeant avec chaque onde de choc qui traversait son corps pour faire circuler le sang. Elles étaient si proéminentes que c'était comme si on les dérangeait, elles allaient éclater de pus de sang. Il n'y avait pas d'yeux. Les entailles étaient faites dans son crâne, mais comme s'il s'agissait d'une simple erreur commise par Dieu lui-même. Il n'y avait rien à l'intérieur. On pouvait voir à travers de son crâne jusqu'à l'arrière. La poussière s'y accumulait ainsi que la moisissure. Même si les yeux n'étaient pas là, je pouvais sentir qu'il me regardait. Sentir la haine de ma vie comme si elle émanait de son corps. C'était aussi intense que les profondeurs brûlantes de l'enfer. Je ne pouvais plus les regarder, mes yeux descendaient jusqu'à sa bouche. C'était comme si elle n'était pas censée être là. Comme s'il avait lui-même pris ses mains et l'avait ouverte et il n'y avait aucune symétrie. Le pire, c'est qu'on pouvait voir les trous qui se formaient lorsqu'il parlait, les aiguilles perçant ses lèvres, de nouveaux trous se formant à chaque fois qu'il ouvrait et fermait la bouche. Lorsqu'un nouveau trou était fait, le sang en sortait en crachant pendant qu'il guérissait à une vitesse inhumaine. C'était trop fascinant pour détourner le regard. Quoi qu'il en soit, il m'a dit de me cacher à nouveau et qu'il viendrait me chercher. Je me suis cachée dans ma chambre, cette fois, sous mon bureau. Il n'a pas pu me trouver. Il s'est approché une fois, mais il a seulement fouillé dans les affaires et a accidentellement fait tomber des papiers. Je ne les avais jamais vus auparavant, mais c'était un rêve et je devais me cacher. Il m'a fait peur. Je sais que ça peut paraître bizarre, un jeune de 15 ans qui a peur d'un rêve stupide, mais il a dit des choses. Il a parlé d'assassiner mes parents et d'abuser de ma sœur. C'est devenu tellement incontrôlable que j'ai l'intention de ne pas dormir pendant les prochains jours, mais ça devrait aller. J'ai trouvé ces papiers sur le sol que je dois feuilleter et il est presque minuit, alors je peux me passer de sommeil pendant un moment. Après avoir lu ces documents, je vais probablement aller sur Internet pendant un moment. C'est ce qui m'empêche généralement de m'endormir. 2 mai 2001. J'avais raison. Je pouvais me passer de sommeil, mais j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas. Les papiers que j'ai trouvés étaient dégoûtants. Ils datent de l'époque où j'ai été renvoyée de l'école. Je n'ai jamais compris pourquoi j'ai été renvoyée. Tout ce dont je me souvenais, c'est qu'un enfant m'avait bousculée et que je m'étais évanouie. Puis j'ai entendu une berceuse et mon ami m'a pris dans ses bras et m'a passé la main dans les cheveux. À mon réveil, je me suis retrouvée à la maison et j'ai appris la nouvelle par ma mère. Ces papiers, ce n'est pas possible. Des factures d'hôpital pour le cou brisé d'un enfant, une expulsion pour avoir crié des obscénités à la maîtresse, un coup de couteau à un autre enfant. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas pu faire abstraction de tout cela. Ce n'était pas moi.
On me reprochait quelque chose que je n'avais pas fait. Je me suis calmée un peu, pensant que ce n'était rien puisque c'était arrivé il y a si longtemps et tout. Puis j'ai trouvé les lettres, celles de mes parents et plus tard de mes meilleurs amis. Ils disaient que j'étais un monstre, qu'il fallait m'interner, m'enfermer pour de bon. Mes amis ne diraient pas cela. Ils ne feraient pas cela, n'est-ce pas? Je veux dire qu'aucun enfant n'aurait pu faire quelque chose d'aussi grave. Et j'étais avec lui ce jour-là, je dormais et je rêvais avec lui. L'expression du visage de ma mère lorsqu'elle est entrée dans ma chambre en disait long. La terreur de ma nouvelle découverte a vidé le sang de son visage qui a pâli. Je ne voulais pas y croire, mais mon père est entré. Ils sont toujours en train de crier dans la cuisine en bas. Je peux les entendre. Ils se crient dessus pour un rien. Je crois que je vais aller me coucher maintenant. 3 mai 2001. Je me souviens de ce rêve. Il était si vivant. Au lieu qu'il me trouve, il voulait que je le trouve. Je l'ai cherché pendant ce qui m'a semblé être 2 heures. Et c'est là que le cauchemar a commencé. J'entendais ma mère crier depuis la cuisine, car mes rêves se déroulent toujours dans ma maison. J'étais sur le point d'entrer dans la chambre de ma sœur quand j'ai entendu, mais j'ai couru en bas pour voir ce qui s'était passé. Ce que j'ai vu me serre encore l'estomac. Elle était là, morte sur le sol de la cuisine. Du sang coulait de son visage, où un couteau semblait avoir entaillé la bouche jusqu'à l'arrière de son oreille gauche. J'ai vomi sur le sol, les yeux brouillés par les larmes. Je me suis dit, ce n'est pas réel. Mais j'avais l'impression que c'était si réel, même si je pouvais presque sentir le rêve autour de moi. C'est alors que j'ai reculé, que j'ai trébuché, que je me suis cogné la tête contre le mur et que j'ai juré. Ce n'était pas une mauvaise chute, mais quand je me suis relevée, j'ai vu mon père allongé là. Ses vêtements étaient déchirés, comme s'il s'était battu. Son cou était tranché et des morceaux de sa gorge étaient sortis de la cavité protectrice de la peau qui s'y trouvait. Je ne pouvais pas respirer. Tout ce que je pouvais faire était de m'étouffer avec le vomi qui n'arrivait plus à sortir. Tout le contenu de mon estomac s'était répandu sur le sol lorsque j'ai vu ma mère. Encore une fois, je me suis dit que c'était un rêve. C'est alors que j'ai entendu le bruit venant de la chambre de ma sœur. Le sang a quitté mon visage. J'ai monté les escaliers à toute vitesse jusqu'à ce que j'arrive en haut. J'ai ouvert la porte et des larmes ont coulé sur mon visage quand j'ai vu mon ami, cette bête qui éventrait ma sœur. Je pensais que c'était fini, mais non. Il a déboutonné son pantalon et a creusé le trou fraîchement fait avec son... Je n'en pouvais plus. Je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans une nouvelle maison. Cet endroit est sympa. Ils ont toutes les pilules dont j'ai besoin et une maison pleine d'autres personnes comme moi. Novembre 2002. Je n'ai aucune idée de la date. Je suis trop droguée pour m'en soucier. Il pensait pouvoir me retenir, eh bien non, je me suis échappée avec son aide. Il m'a dit que tout irait mieux, mais je ne le crois pas. Je suis de retour dans mon ancienne maison, avec l'arme de mon père. Cela fait si longtemps et je suis si fatiguée. Je l'entends monter les escaliers pendant que j'écris ceci. Je ne le laisserai pas faire du mal à qui que ce soit d'autre dans le monde. Rapport de police, 23 novembre 2002. Jonathan Howard, 16 ans, est retrouvé mort à son domicile. Il se serait suicidé après s'être évadé de l'établissement de Marksville le 21 novembre, assassinant 5 employés et 6 patients. Il a été placé dans cet établissement après que l'ADN l'a reconnu coupable de l'abus de sa sœur et du meurtre de ses parents, lors d'une précédente agression. Il a brisé le cou d'un garçon de 9 ans après que celui-ci a demandé s'il pouvait lui emprunter son crayon. S'est tiré plusieurs balles dans la poitrine avec l'arme de son père. Trouvé dans une mare de sang sur le sol après que ses voisins aient signalé qu'ils avaient entendu des rires provenant de la maison, puis des coups de feu. La victime souriait lorsqu'on l'a trouvé, avec les mots suivants. « Cours, cours mon petit, car nous sommes bien amusés, il est temps pour moi d'en trouver un autre. » Écrit avec du sang sur le mur de sa chambre. L'officier Smith aurait commencé à voir un homme sans yeux lorsqu'il dormait la nuit de l'incident. C'était bien horrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça va trop loin au niveau du style d'histoire, dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.
À bientôt.